Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour le forum de la presse de ce vendredi 4 décembre 2015, nous avons 3 journalistes dans ce studio. David Dambélé de Dépêche du Mali. Bonsoir, monsieur Dambélé. Maman Sissé, il est de Mali Express Net. Bonsoir, Maman. Bonsoir, c'est Et Alou Diawara qui est journaliste indépendant. Alou Diawara, bonsoir. Alors avec eux, nous allons faire le tour de ce qui a constitué l'essentiel de l'actualité cette semaine. Il s'agit entre autres de la COP 21 à Paris où le Mali a été désigné porte-parole des pays africains, des pays africains donc. Et nous allons en même temps nous intéresser à la situation sécuritaire après l'attaque djihadiste du 28 novembre à Kidal. Nous allons parler de la suite aussi du dossier de l'attaque de l'hôtel Radisson. On ne va pas oublier le cas de concertation majorité-opposition créée suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Mesdames et messieurs, bienvenue. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba. Studio Tamani. Le sommet de Paris consacré au réchauffement climatique a retenu l'attention toute la semaine. C'est à juste titre puisqu'il s'agit d'un problème qui peut un jour menacer l'avenir de l'humanité si l'on n'y prend pas garde. L'Afrique qui est la victime dans ces dossiers est-elle en train de peser véritablement à ce sommet? C'est la question que nous posons, la première question que nous posons à nos invités, à commencer par David Dambélé de Dépêche du Mali. Alors merci. Est-ce que l'Afrique est en train de peser dans ces négociations? Rien ne nous permet pour le moment de l'affirmer. En tout cas, ce qui est important et qu'il faut retenir, c'est que l'Afrique est porteur de beaucoup de revendications par rapport au climat. Et donc, les problèmes du climat, on les connaît. Et en Afrique, ici, nous, on n'a pas de fonte de glace, c'est vrai. On a des problèmes de sécheresse, la désertification. Voilà, un peu de tout. Et donc, c'est des éléments que les autorités africaines sont en train de porter au niveau de cette rencontre internationale. Alou Diawara. Oui, moi je pense que la question de savoir est-ce que l'Afrique est en train de se défendre comme il faut, je dis oui. Par rapport au message politique, si je prends la phrase forte de Macky Sall, le président sénégalais, qui a dit que le pollueur doit payer, c'est vrai, c'est une rhétorique qu'on a entendue au fil des ans, ces dernières années. Mais à une telle conférence, si les présidents africains portent un tel message, tiennent un tel langage, je pense que ça peut changer, mais on ne changera pas sans nous-mêmes, parce que je pense que la base, c'est ici. Eux, ils sont quelques élites, quelques personnalités qui se retrouvent là-bas, mais la base, la population à la base qui est touchée par ce phénomène, c'est ici. Il faut commencer par changer et par faire avancer les choses ici avant qu'on ne s'attende à un meilleur sort là-bas, je pense. Maman Sissé de Mali Express. Moi, je pense qu'il faut plutôt porter le chapeau à la société civile africaine. Elle a été plus offensive que les chefs d'État parce que moi, j'ai l'impression que les chefs d'État n'ont pas un agenda très fort, comme on le voit par exemple le président des autres pays. J'aurais aimé par exemple voir les chefs d'État avec un agenda bien défini. Par exemple, quand on voit le président Ibeka, lui, il parle plutôt de la question du fleuve Niger, alors que certains préfèrent parler d'autres choses. Et moi, je pense que la société civile le rôle de la société civile a été déterminant parce qu'il y a tellement d'initiatives qu'on n'a pas vues à la télé, dans les télévisions nationales. On a plutôt vu les discours.
y avait des initiatives des sociétés civiles africaines. Et moi, je pense que c'est à ce niveau que le combat peut être gagné. Alors, la conclusion idéale pour ce sommet aurait été un accord contraignant pour les polières, y compris les États-Unis. À quelques jours de la fin des travaux, que peut-on dégager comme tendance, David Dameli? Bon, moi, je l'ai dit au tout début, moi, je n'attends rien de spécial. Hein. Je pense que Vous pensez que ça va être un sommet de plus? Un sommet de plus, parce que rien ne me permet de croire que l'Afrique va peser, dans le sens que les décisions qui se prendront le seront sur la base aussi du poids politique, du poids économique des États. Et si on essaie de voir qu'est-ce que l'Afrique représente auprès de ces géants comme les États-Unis et la Chine, qui sont les plus grands pollueurs, on le sait. Et donc, qu'est-ce que l'Afrique tirera? Donc, je me dis que les décisions se prendront aussi de ce côté-là. Donc, ce n'est pas que les discours, il y a aussi une question de poids économique. Voilà. Alou Diawara. À en croire à un organisateur qui parlait sur une radio récemment, dans le projet de texte qui va servir de fil conducteur pour faire les conclusions de ces rencontres-là prévues le 11 décembre, il y avait beaucoup de paragraphes qui étaient encadrés par des guillemets. Ça veut dire qu'il y a discussion, il n'y a pas d'accord là-dessus. Donc c'est dire jusqu'à quel point un accord est difficile et de surcroît un accord contraignant qui impose à tous les signataires de se soumettre à certaines règles. Ça va être très difficile parce que le texte il a été élaboré, mais il y avait beaucoup de paragraphes entre lesquels, au bout desquels on a mis des crochets pour dire qu'il y a discussion là-dessus. Les gens ne sont pas d'accord. C'est dire jusqu'où les gens s'accordent sur leurs divergences par rapport à cette question. Donc, il ne faut pas s'y attendre, il ne faut pas s'attendre à une solution miracle au sortir de ce sommet. Mais de toutes les façons, c'est une avancée parce que de plus en plus de gens prennent la pleine mesure de ce phénomène-là qui ne fait que s'aggraver. Donc, c'est déjà un pas. Maman Sissé? Moi, je pense plutôt, je reviens là-dessus, que la société civile, elle a son rôle, elle a pu jouer pendant tout ce temps. Nous réjouissons du fait que c'est quand même un jeune Malien qui parle au nom de la société civile d'Afrique. Il s'agit du jeune Nafo. C'est important et vous voyez dans le chronogramme des négociations, lui et ses collègues d'Afrique, je dis la société civile, ils ont au moins, ils savent où aller. Contrairement au chef d'État qui, en réalité, c'était quand même une tribune pour eux. Mais est-ce qu'ils peuvent peser sur les décisions qui seront prises? Ils peuvent peser dans la mesure où ils sont en relation avec d'autres sociétés civiles dans le monde. C'est ça le vrai enjeu. Mais au niveau des chefs d'État, au niveau politique, moi, je ne m'attendais pas à quelque chose d'important parce que j'ai l'impression que, en tout cas, Alou l'a dit, Macky Sall, lui, il a sa façon de comprendre la situation. Et notre président, il n'y a pas un truc uniforme. Les points de vue ne sont pas harmonisés. Donc, à ce niveau, je ne pense pas qu'on peut déboucher sur des conclusions porteuses pour l'Afrique. Alors, puisque M. Damel, vous voulez réagir? Oui, allez-y. Toujours dans le même sens. C'est-à-dire, dans le discours d'introduction de François Hollande, il a dit la bonne foi, les déclarations de bonnes intentions ne suffiront pas. Bon, est-ce que ces pairs vont l'écouter? Je pense qu'entre le discours et le faire, il y a vraiment un grand pas à franchir. La bonne foi est là, mais est-ce que manifestement, ils seront dans la logique de parvenir à une concession qui puisse favoriser notamment l'Afrique? Moi, j'ai une dernière chose à ajouter. Quand je dis qu'il ne faut pas s'attendre à ce que l'élite fasse la chose à la place des communautés à la base. Pourquoi je dis ça? Parce que tu prends un événement d'une telle ampleur, un événement mondial comme ça, mais dans nos organes dits publics, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de journaux spéciaux là-dessus. Tandis qu'il suffit qu'on fasse un forum ou des journées de quoi que ce soit pour qu'on ait des éditions spéciaux après pour divulguer l'information, la dire dans d'autres langues.
Mais à peine si on fait autre chose à part le seul discours du président qui n'est pas représentatif d'un tel événement. Donc je pense qu'on doit mieux expliquer à la base ici aux populations quels sont les tenants et les aboutissants de ce phénomène et de quoi on est en train de parler et tenir les populations informées de ce qui se passe, y compris des conclusions. Et c'est dans cette seule condition que réellement, même si un accord est trouvé, ça peut être profitable à nos populations. Alors nous allons quitter Paris pour venir au Mali, ici précisément dans une localité qui s'appelle Tienfala. Paris est bien loin de Tienfala. Alors, pourquoi Tienfala? Parce que pendant que le sommet est en cours, les habitants de Tienfala, donc Nolin de Bamako, sont montés au créneau, pas pour parler de climat, mais pour s'opposer vivement au projet de décharge finale d'ordures à Numumbougou. C'est un problème qui a bien son importance, non, M. Dambélé? Oui, c'est une question qui couvre depuis bien longtemps. Cette décharge au niveau de Tienfala, je pense que la population, comme mon confrère Cissé le dit, la population civile, elle a vraiment son rôle à jouer. Je pense que si elle s'élève davantage, elle peut influer sur les décisions qui se prennent. Je pense que c'est une très bonne réponse à cette pratique qui se fait et qui nuit à leur environnement. Et voilà. Donc le problème de décharge finale, ça reste posé. Ça reste posé dans la mesure où vous avez vu ce qui était du voyage avec le ministre Koné et son collègue Mohamed Aguerlaf, qu'on présentait comme le concepteur de ce projet. Et ils avaient du mal à convaincre les populations parce que il y a beaucoup de détails dans ce projet que peut-être les décideurs ne veulent pas mettre devant, puisque si vous installez une décharge d'une telle envergure qui va ramasser qui va contenir tous les déchets de Bamako, il y a quand même des mesures d'accompagnement. À ce niveau, les populations ne sont pas informées, elles ne sont pas peut-être au niveau des collectivités, elles ne sont pas mieux imprégnées pour que ils acceptent au moins l'installation de cette décharge qui, à terme, pourra avoir quand même des conséquences sur la vie quand même des populations. Alou Diawara? Le problème de dépôt n'est pas dissociable, à mon avis, de tous les problèmes d'hygiène qu'on connaît. Moi, je ne vois pas de changement de mentalité. Et dans ce domaine-là, il y a un véritable problème d'hygiène publique, de mentalité par rapport à cette hygiène publique-là qu'il faut retravailler avant de penser au problème de dépôt. Parce qu'on voit, il y a des sociétés étrangères qui se sont déployées dans notre pays. On avait nos moyens de collecter les ordures, mais rien de tout cela n'a permis de donner à notre capitale une image respectable de ville propre entre guillemets, moyennement propre de toutes les façons. Donc moi je vois ce problème de décharge là comme un problème décalé par rapport à tout ce qu'on a comme question d'hygiène publique saillante aujourd'hui qui est le changement. Il faut que les gens changent de mentalité, il faut que l'hygiène, il faut que ça se travaille depuis les familles, ensuite dans les rues et que ça remonte. Moi, mon avis, c'est ça. Mais Alou Diawara, même si on applique les règles d'hygiène, qu'on soit propre dans les rues, tant qu'il n'y a pas de dépôt final, il peut y avoir des alternatives à ces... Tout simplement les brûler. Il y a ces alternatives qui peuvent s'imposer. Mais une chose est de savoir où déposer, mais une autre chose en amont est de savoir ramasser. Pour l'instant, ça ne se ramasse pas. Donc moi... À 18h30, dans moins d'une minute, nous allons observer une pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
avec nos trois collègues, les trois journalistes présents, David Dambélé de Dépêche du Mali, Maman Sissé de Mali Express et Alou Diawara qui est journaliste indépendant. Nous allons donc continuer avec ce podium, le forum de la presse. Nous allons à présent parler de sécurité. Encore la sécurité, toujours la sécurité, c'est la situation qui l'exige. Pas plus tard que le samedi, les djihadistes sont attaqués à Kidal. Il y a eu des témoignages selon lesquels la sécurité n'a pas été renforcée dans la ville. Toujours au cours du week-end, un véhicule transportant des migrants a été attaqué entre Tabankor et Anefis. Ça et là, il y a eu des victimes. Les mouvements armés ont condamné les attaques du pays. Alors, comment est-ce que vous voyez la situation, David Dambélé? Malheureusement, je pense que la situation en l'état, elle va perdurer. Parce que moi, je voyais au retour de l'État malien dans ces différentes localités une certaine lueur d'espoir par rapport au déploiement des forces de sécurité, et ne serait-ce qu'au moins dans les zones d'attraction où il y a les populations. Mais actuellement, on ne sait pas réellement qui contrôle. Bon, l'État malien n'est pas présent, et donc la MINUSMA, les groupes armés, c'est eux qui théoriquement occupent la zone, et donc je vois pas pour le moment une alternative heureuse en ce qui concerne la sécurité des populations du Nord. Maman Sissé. Moi, je rejoins David et je pense que c'est regrettable de constater que malgré les efforts fournis ça et là, en tout cas qu'on le veut ou pas aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des patrouilles mixtes. Qu'est-ce qui fait que ces patrouilles mixtes sont déployées, surtout dans la région de Kidal, et qu'on continue à avoir des attaques, assister à des attaques terroristes du genre contre la MINUSMA et autres. Moi, je pense qu'il y a des choses, il y a des non-dits dans ce qui se passe dans le nord, notamment à Kidal. Et il est impératif si le gouvernement, le régime Ibeka, veut vraiment montrer en tout cas des signes que vraiment Kidal aujourd'hui, on doit trouver une alternative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer parce qu'on a l'impression que on fabrique désormais des terroristes dans ces territoires parce que, comme l'a dit David, on ne sait même plus qui contrôle ces territoires. Et s'y ajoute le fait qu'il y a eu quand même des menaces d'Yadagali, des menaces. Aujourd'hui, quand vous demandez les responsables des groupes armés, l'inquiétude est là. C'est-à-dire que la menace Yad, c'est une réalité. Il faut qu'on le prenne à bras le corps. C'est à ce niveau qu'on peut lutter contre ces attaques terroristes. Alou Diawara. Moi, je pense que la question sécuritaire, notamment les incidents que vous venez d'évoquer, sont liés à la faiblesse du mandat de la MINUSMA. La MINUSMA qui dit qu'elle n'est pas là pour combattre contre les terroristes, mais elle qui se trouve régulièrement la cible de ces forces terroristes. Donc, je ne vois pas comment on peut gérer cette situation si elle n'a pas un mandat plus fort que ça. Et l'attaque à Radisson, on a dû voir des éléments de la MINUSMA. C'était une action terroriste, même si ils ont contribué à sécuriser l'endroit. Je ne sais pas leur degré de participation à cette opération de reprise de l'hôtel, de sauvetage des clients, mais d'une manière ou d'une autre, ils doivent se dire qu'il faut se battre, parce que la plupart des attaques qui les ciblent, ce sont les terroristes. Vous ne pouvez pas ne pas avoir un mandat pour combattre ces terroristes-là, et vous laissez jusqu'à ce que vous soyez la cible, ensuite vous déployez des moyens aériens pour survoler. Donc moi je pense que toute la question est là. Il faut que le mandat de la MINUSMA en juin prochain, à mon avis, ça doit être rediscuté parce que c'est tous les ans. Il faut que la MINUSMA soit dotée d'un mandat plus fort, lui permettant d'être plus présente, d'agir
plus facilement sur ces forces-là. L'attaque de l'hôtel Radisson, suite, nous revenons donc sur la question des numéros verts disponibles pour les conducteurs de taxis. C'est une nouveauté. Par ailleurs, le département d'État américain autorise le départ volontaire des membres de la famille et du personnel non essentiel de l'ambassade des États-Unis à Bamako. L'information est beaucoup commentée dans les rues de Bamako, n'est-ce pas, Dambélé et David? Bon, rien de surprenant. Hein. Moi, je m'attendais à ce genre d'annonce, de prise de position par rapport à l'attaque. C'est parmi tant d'autres. En 2015, on a connu trois attaques, les plus majeures, j'ai dit. Donc, je pense que les pays qu'on dit partenaires sont de plus en plus en train de s'inscrire dans cette logique donc je pense qu'il y a on peut connaître malheureusement pire décision que tout ça, et donc c'est vraiment aux autorités maliennes. Bon, je pense que les États-Unis aussi, ils font certainement preuve. Je vais un peu mâcher sur mes mots, mais je pense que c'est un moment où il fallait plus que jamais montrer son attachement, sa solidarité d'une certaine façon au Mali, quoi. Donc, le fait qu'ils aient demandé à leurs ressortissants qui ne sont pas nécessaires de rentrer, ça me surprend, ça me surprend quelque part aussi. Hein. Alou Diawara. Il fallait s'y attendre. Hein. Les Occidentaux ne s'amusent pas avec ces questions de sécurité. Maintenant, le problème, c'est comment allons-nous faire pour redorer notre image, notre blason. C'est un peu ça. Parce que moi, j'ai discuté avec un président d'ONG local qui obtient 99% de ses financements de l'étranger, et tous les projets qui avaient été annoncés pour être conclus décembre, janvier, voire jusqu'au premier trimestre de l'année 2016, ont été gelés systématiquement à cause de l'attaque, en fait, à cause de cette attaque à Radisson. Donc, le problème, ça va au-delà de la demande des États-Unis. Il y a d'autres aspects, c'est suffisamment grave pour qu'on s'y mette, pour faire en sorte que, pour soigner l'image de notre pays, pour redonner confiance à nos partenaires, à des tierces personnes qui souhaiteraient venir au Mali et indirectement contribuer au développement du Mali. Et c'est à tout le monde, entrepreneurs, gouvernement, particuliers, tout le monde doit mettre du sien pour que ce coup fatal qui est porté à l'image de notre pays à travers l'attaque ne soit qu'un vieux souvenir. Maman, c'est des Mali Express. Moi, il y a deux faits qui poussent, à mon humble avis, les États-Unis à prendre une telle décision. Les États-Unis, c'est le pays qui voit la menace terroriste à Yadagali, au groupe de Bel Mokhtar al-Mourabitoun, de vraies menaces, des menaces réelles. Et à tel point que ces deux personnalités sont considérées comme dangereuses, des personnalités à rechercher même. Donc, moi, je pense que pays comme les États-Unis, quand prend ces genres de décisions, vraiment, il a ses raisons. Et je pense que c'est une affaire de vie. Et on ne sait jamais, parce que, qu'on le veut ou pas, quels qu'en soient les efforts que les autorités maliennes sont en train de fournir par rapport à la sécurisation du pays, il y a des défaillances qui peut-être fondent les États-Unis à prendre une telle décision. Alors, sécurité, toujours, majorité et opposition ont créé, ils viennent de le faire, un cadre de concertation. Alors, comment est-ce que vous appréciez cette démarche, David Dambélé? C'est un fait qui était attendu depuis longtemps. Je pense que la majorité a clairement dit qu'elle n'est pas en train de faire en sorte qu'il y ait forcément un consensus, mais la divergence des vues permet aussi de voir clair. Je pense que c'est un très bon signal. Ça montre que la majorité n'est pas fermée au dialogue, et donc ça permet à l'opposition de
s'exprimer, de sortir de l'ornière, de s'exprimer. Même si quelque part l'opposition a critiqué, parce que au sortir des travaux d'hier, je pense que l'opposition a été surprise du fait que la majorité n'était pas préparée. Et donc il n'y a pas eu de débat sérieux autour des questions d'intérêt national. Mais ils vont se retrouver. Voilà, on espère que dans 10 jours, ils sortiront des discussions qui vont augurer de bonnes perspectives sur les questions qu'ils aborderont. Alou Diawara? Je pense que dans la forme, l'initiative c'est à saluer. Nous sommes dans une période exceptionnelle marquée par ces attentats et puis la dégradation de la situation sécuritaire. Donc si majorité et opposition se mettent ensemble, c'est une bonne chose. Mais encore faudrait-il attendre que quelque chose de concret sorte de cette coalition-là, cette nouvelle coalition. Donc je ne m'emballe pas sur l'occasion, mais je reste prudent. Et comme David l'a dit, Tchébile il a dit en sortant que la majorité n'était pas prête pour discuter. Donc est-ce qu'il y aura quelque chose de concret qu'ils vont pouvoir bâtir ensemble? Attendons voir. Mais au-delà de la forme aussi, ce que cette rencontre peut corriger, ça c'est un peu les flèches, le ping-pong entre le président et Tchébile. Donc le fait que les amis du président ont appelé l'opposition, donc Tchébile, pour s'asseoir, ça peut, un temps soit peu, donner un nouveau souffle à cette ambiance qui était de plus en plus délétère entre opposition et majorité, et en l'occurrence entre le président et Tchébile Dramé. Donc l'autre caractère que peut revêtir ces initiatives-là, c'est un peu le rapprochement entre le président et Tchébile à travers la majorité et l'opposition. Maman Cissé, y a-t-il des chances que quelque chose de potable sorte de ces concertations entre majorité et opposition? Je ne crois pas. Je pense que c'est de la diversion de la part de la majorité. Vous êtes trop pessimiste, non? Oui, je suis pessimiste parce que j'ai l'impression que cette majorité, en son sein, même ne parvient pas à faire l'unanimité. C'est quand on voit des regroupements comme le collectif des jeunes candidats, c'est quoi? Ces collectifs se retrouvent dans la majorité. Et quand on voit l'activisme de l'ancien Premier ministre, et qui aujourd'hui prête Moussa Mara, il ne se retrouve même plus dans la majorité, il ne le dit pas ouvertement, mais il ne se retrouve pas. Quand on voit d'autres tenants de la majorité présidentielle, on n'a pas l'impression que le président il a cette majorité dont il a droit en situation de crise. Donc aujourd'hui, la majorité, elle ne pourrait avoir... Elle cherche un allié. Et l'allié, peut-être, c'est l'opposition. Et comme l'a dit Alou Diawara, c'est peut-être l'occasion de briser le froid qu'il y a entre Tchébile Dramé et Ibrahim Boubacar Keïta, le président de la République. Et sinon, moi, je pense d'ailleurs que c'est à ce niveau qu'il faut susciter cette rencontre. Sinon, la majorité... je ne peux pas attendre quelque chose de l'opposition et de la majorité parce que c'est des extrêmes. Alors, Monsieur Dambélé, David Dambélé, sentez-vous qu'au sein de la majorité, il y a quelque chose qui ne va pas si fort? Bien sûr, c'est pas nouveau, si c'est l'a dit, c'est vrai. Il y a un malaise profond au sein de la majorité. C'est vrai, chacun fait semblant d'être avec le président, mais Moussa Mara, moi je vais le citer, il joue son jeu. Voilà, il prend son bâton de pèlerin, il joue son jeu. Et donc, c'est pas de nature à donner une certaine homogénéité à l'action de la majorité. Donc je comprends Cissé quand il dit que peut-être l'allié véritable de la majorité, c'est l'opposition. Je pense que quand ça chauffe, il faut chercher de tous les côtés. Oui, à mon avis, sauf au risque de me répéter, je sais qu'il y a des problèmes dans la majorité, comme il peut y avoir des problèmes dans l'opposition, parce que cette majorité qui recherchait la primature depuis très longtemps et qui ne l'a pas eu, en l'occurrence le parti du président, il n'y a pas un malaise plus profond que cela, qu'un parti présidentiel n'arrive pas à désigner, à sortir
le Premier ministre après 3 nominations depuis 2013. Donc il y a ce problème. Mais tout ça, cette initiative n'est pas le lieu pour résoudre ces problèmes-là. Pas plus que cette initiative ne sera l'occasion pour éventuellement coopter d'éventuels volontaires pour entrer dans un gouvernement, parce que nous sommes dans une période où on parle de plus en plus de changement, de remaniement, de changement de gouvernement. Donc, ce n'est pas tout cela, mais je pense qu'au finish, ils veulent briser cette atmosphère tendue entre le président d'un côté et Tchéblé Dramé, l'opposition de l'autre. Donc l'initiative est à placer dans ce cadre-là. La suite de ce débat dans un instant. Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Après la sécurité, nous allons parler santé. Vous le savez bien, la journée mondiale de lutte contre le sida, c'était cette semaine. Alors ici au Mali, on parle de 100 000 personnes infectées. Ne faut-il pas accélérer la lutte? La question à Maman Sissé. Oui, accélérer la lutte et surtout se donner les moyens de cette lutte. Le pauvre Malik Sen, quand on le voit tout le 1er décembre, il essaie en tout cas de faire son mieux. Et malgré tout, au niveau des chiffres, il y a de quoi s'inquiéter. Et j'ai l'impression que les autres questions d'intérêt national ont tendance à s'immerger la question de la lutte contre le sida et qui devient de plus en plus dure. David Amélie? Moi, je pense que la question de la lutte contre le VIH est particulièrement sensible dans le contexte où nous sommes. Je pense qu'il faut d'abord aller vers la dédramatisation. Comme l'a dit Malik Sen lui-même, les gens sont réticents par rapport au dépistage. Je pense que l'aspect communication compte énormément. Les gens ont du mal à aller se faire dépister, même ceux qui sont certainement suspects, ils ont du mal, parce que le contexte fait que même ceux qui ont un petit malaise, ils ont du mal à se rendre dans un centre de santé, au risque, par peur qu'on leur dise qu'ils ont tel ou tel mal. Donc c'est vraiment un exercice de dédramatisation qu'il faut entamer dans cette lutte-là. Beaucoup d'efforts ont été faits, mais je pense qu'il faut davantage travailler sur cet axe-là pour que les gens, chacun de son côté, se disent que c'est vraiment une question de santé publique auquel il faut se prémunir. Alou Diawara? Moi, mon problème, c'est que je vois pas de lisibilité dans la lutte contre le sida. 100 000 personnes atteintes, mais je me rappelle qu'il y a un an, on parlait des initiatives 390, c'est-à-dire que 90% des personnes sachent leur statut. Il a dit les difficultés pour cela. Il y a la pesanteur sociale qui est là, il y a aussi le fait religieux qui pèse lourd pour cela. Mais moi, mon analyse sur la question va au-delà du Mali. C'est que si je dois appréhender la question du sida, je ne vois pas de lisibilité au plan mondial même. On ne sait pas si ça avance trop. On dit d'ici 2030, il faut éradiquer. Mais je ne vois pas de mobilisation forte, donc pas de lisibilité, comme ça a été le cas pour Ebola, qui est venu 2 ans. On a vu une mobilisation sans pareil. Ou bien le sida, c'est une maladie négligée qu'on veut entretenir pendant longtemps. Si les politiques internationales sont ainsi conçues, ou bien on se jette là-dessus, on sort tous nos efforts là-dessus, on essaie de se donner quelques années à court terme pour vaincre la maladie.
Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre que Ebola, qui n'a même pas de vaccin, on a fait reculer ça. De vaccins prouvés. Tous les vaccins sont à l'étude. Mais le sida, qui existe au Mali depuis 30 ans, dans le monde depuis 35 ans, mais ça ne bouge pas. Mais peut-être que c'est deux maladies qu'il ne faut pas comparer, parce qu'avec Ebola, vous voyez, ça se transmet quelle que soit la nature de l'épidémie, de la maladie, moi je me dis que 30 ans, 35 ans auront permis, si on a la volonté politique, les moyens, je sais que les moyens ne manquent pas, parce que je sais que c'est un domaine juteux. Il y a beaucoup d'argent qui circule dans ce domaine de sida-là. Donc, j'ai comme l'impression que la décision politique au niveau international n'est pas à la hauteur des résultats qu'on attend d'ici quelques années. Nous allons parler de migration. À présent, 170 Maliens ont regagné les bercailles mardi soir. Des centaines d'autres sont pressés de rentrer. Ils étaient donc en Libye. Alors, la situation semble quand même maintenant, disons, intenable pour les Maliens de Libye, non, Maman Cissé? Il faut d'abord rappeler les conditions dans lesquelles les Maliens qui ont été rapatriés ont vécu pendant tout ce temps en Libye. Et je crois que c'est à ce niveau qu'il y a véritablement débat. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont rapatriés. Et ces Maliens ont fait combien de temps? Ils ont passé combien de temps en Libye? Ils ont vécu le calvaire. Ils ont vécu des crises qu'on ne peut pas imaginer. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui c'est politique, que nos autorités, contrairement aux autres Maliens qui sont dans les autres pays, les autorités ont été promptes par le passé. Mais quand on voit les Maliens, le nombre de Maliens qui sont aujourd'hui en Libye, qui pourrissent dans les prisons, je crois le nombre de Maliens rapatriés, c'est vraiment en deçà des Maliens qui vivent dans ces pays et qui vivent dans des conditions qu'on ne peut pas imaginer. David Damélé? En tout cas, je pense que la situation qui prévaut au niveau de la Libye, depuis l'effondrement du pouvoir de Kadhafi, voilà, deux gouvernements qui se combattent avec des milices. En 2014, on a assisté à l'arrivée de l'État islamique qui domine une grande partie du pays. Donc, vraiment une situation intenable qui sème un chaos total où il n'y a aucune place aux étrangers d'exceller. Et donc, surtout que beaucoup d'entre les nôtres cherchaient aussi à regagner l'Europe. Je pense qu'ils se sont fait gruger par des groupes armés qui détournent les fonds qu'ils avancent. Donc vraiment, la situation, elle est intenable. Et leur retour, je pense que ne surprend pas, même si ici, devant eux, il y a des conditions qui ne sont pas aussi bien définies pour eux. Moi, je pense que l'histoire a donné raison aux Maliens qui ne voulaient pas du départ de Kadhafi. Tout ça, nous sommes en train de vivre les conséquences du départ de Kadhafi. Non pas la personne de Kadhafi, à mon humble avis, mais son système. Et les conséquences, c'est un peu partout. On voit les nôtres qui sont en train de retourner. On voit aussi d'autres groupes terroristes qui ont trouvé en la Libye leur territoire, qui se sont assis et qui préparent des attaques contre ceux-là même qui n'avaient rien fait pour empêcher que Kadhafi ne parte, pour ne pas dire contre ceux-là même qui ont pris les armes pour éliminer Kadhafi. Donc moi, je vais plus loin. Donc cela n'est pas inquiétant. On va continuer à assumer les conséquences de ce conflit-là. Et heureusement qu'ils nous sont revenus vivants. Et quitte aux autorités maintenant de leur trouver de quoi se débrouiller. Sinon, leur retour n'est guère surprenant. Donc, dans une situation comme ça. Alors, on va tenter un dernier tour de table IBK en Afrique du Sud pour la rencontre Afrique-Chine. Peut-on fonder des réels espoirs sur cette rencontre à Johannesburg, Maman Sissi? Oui, là, je suis optimiste parce que quand il s'agit de la Chine, c'est le pragmatisme. Et j'aime bien ce pragmatisme
et qui permet à des pays comme le Mali où tout est essentiel. Je pense que c'est important, ce genre de sommet. Ça permet quand même à la Chine de se rapprocher davantage de l'Afrique, d'investir dans l'Afrique et peut-être de faire profiter son expertise aux Africains et peut-être à la longue créer des jaloux parce qu'on a vu quand même le sommet France-Afrique, maintenant le sommet Sino-Afrique. Je pense que c'est en train de faire son chemin et je crois que c'est à ce niveau que peut-être l'Afrique aura son sali. Et moi j'apprécie beaucoup le fait que le président Ibrahim Boubacar Keïta, il a vraiment effectué le déplacement. Cela pourra nous aider dans la mesure où nous sommes en tout cas dans une période de reconstruction. La Chine peut beaucoup nous aider et c'est important. Alou Diawara. Oui, je pense que vu l'annonce de 60 milliards que la Chine a faite pour les pays africains lors de ce sommet-là justement, je pense que c'est à encourager, mais en des années comme ça, il ne faut pas attendre grand-chose de la Chine qui elle-même est en récession. Et pour rappel, cette année, les investissements de la Chine ont baissé de 40%. Donc, un pays qui se cherche avec notamment la dépréciation de sa monnaie, avec d'autres facteurs comme la chute du prix du baril de pétrole. Donc, il ne faut pas attendre grand-chose en ces années, en des années comme ça, comme 2015. Moi, je pense qu'on doit maintenir le lien avec la Chine. C'est très important parce que c'est une alternative qu'on peut prendre pour se démarquer un tant soit peu des liens des capitalistes occidentaux. Donc, je pense que c'est un partenaire fiable, mais il ne faut pas s'attendre à grand-chose de la part de la Chine, qui elle aussi connaît des difficultés cette année. David Damélé. La Chine, comme modèle de développement, modèle économique, je pense que oui. Surtout que le Mali est un grand ami de ce pays-là. Mais ce que j'ai, pour ne pas peut-être désavouer mon chacun son opinion. Je pense que ce que j'ai toujours reproché à la Chine, c'est ce manque de volonté de procéder à un transfert de technologie. En fait, la Chine, quand elle arrive, elle a du gros marché, mais elle apporte ses ressources humaines. Et maintenant, au bas de l'échelle, nous avons nos petits employés, mais la Chine a du mal à transférer sa technologie. Et donc, initier nos cadres ici. Vous croyez que c'est fait sciemment? Ben, je pense que c'est délibéré, oui, c'est délibéré. Et voilà, on fait semblant, mais je pense que la Chine demeure un modèle. Alors, une petite réaction de la part d'Alou Diawara avant de fermer ou de Maman Sissé. Bon, moi je pense que je vois là où David vient en venir, mais je crois qu'on le reconnaît quand même, la Chine a une expertise dans beaucoup de domaines. Et si par exemple peut nous donner des bourses pour aller se former, c'est important. Mais je crois que peut-être en ramenant son expertise au niveau national, c'est notre débat. C'est l'avis d'Alou Diawara aussi. Oui, je pense que ce n'est pas qu'au Mali seulement que la Chine apporte de la main-d'œuvre pour notamment exécuter ses projets de BTP. Même en Europe, je crois savoir que la Chine apporte avec elle sa main-d'œuvre. C'est à nous maintenant de travailler, d'aller apprendre soit en Chine même ou ailleurs et de faire valoir nos compétences par rapport à ces domaines recherchés pour éventuellement prétendre arracher une part de ce marché de main-d'œuvre que la Chine apporte. Donc, la connaissance est vulgarisée. On peut ne pas aller en Chine, mais on peut aller au Canada, on peut aller ailleurs, se former et faire valoir nos connaissances, nos aptitudes à remplacer une bonne partie de la main-d'œuvre que la Chine apporte.
Et cet argument vaudra, à mon avis. Voilà, c'est sur ces propos que s'achève le forum de la presse de ce vendredi. Je rappelle que nous avions 3 invités: David Dambélé de Dépêche du Mali, Maman Sissé de Mali Express et Alou Diawara, journaliste indépendant. Réalisation de cette émission, Ousmane Djadje Touré. Mise en onde au Gagny Kanté. À la régie vidéo, Salim Odjouara. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba. On se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres sujets. Au revoir, bon week-end. Le Grand Dialogue. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shaniberi. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le Grand Dialogue.